Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du Poto Sport Club. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi soir pour, comme toutes les semaines, à partir d'aujourd'hui, faire un petit débrief sur l'actualité brûlante du football. On fera ça toutes les semaines, soit avec Coco, soit avec quelqu'un d'autre. Pour ce premier épisode, j'ai la chance d'avoir Coco avec moi. Mais on va débriefer un peu l'actualité foot. On mettra forcément un gros accent sur nos clubs français, sur l'équipe de France, etc. Mais on parlera aussi de foot international quand l'actualité s'y prête, ce qui est le cas aujourd'hui, bien évidemment, si vous avez suivi ce week-end de foot. Comment ça va, Coco, déjà? Bah, écoute, plutôt pas mal, un peu fatigué du week-end, hein. Il y a eu tellement de sport que, tu vois, moi j'ai fini à 4 heures avec le Super Bowl, voilà, un petit week-end, chargé. Merci en tout Ouais, cas de l'invitation, c'est un plaisir de rejoindre la l'équipe et puis hâte de débattre malgré, malgré l'absence de vraies compétences, sur tous les sujets. arrête, On va te discuter dévalorise pas. on va essayer de discuter et de vous donner, des sujets intéressants. Ça Et va être oui, c'est cool. ça, parce que c'est le concept du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. Donc, on va aborder pas mal de sujets avec notre passion, peut-être pas forcément les compétences des plus grands journalistes sportifs du monde, mais on va faire avec ce qu'on a et on va surtout prendre beaucoup de plaisir. Donc, petit sommaire, on va commencer avec la Ligue 1. On va revenir sur les principaux matchs du week-end, notamment OM-Metz et PSG Lille. Et on reviendra aussi en bref sur les autres matchs importants de cette journée, comme Lyon-Montpellier, le derby de la Côte d'Azur entre Nice et Monaco, et un petit mot sur Lens et Rennes également. Ensuite, on passera au foot international avec cette incroyable finale de la CAN et cette incroyable CAN en règle générale qui a vu le triomphe de la Côte d'Ivoire. On fera enfin un petit tour d'Europe sur les matchs qui nous intéressent. Donc, on reviendra sur le carton du Real Madrid face à Gérone en Ouais. Liga et le Bayern qui s'est fait exploser par le Bayer Leverkusen, ce qui est assez rare en Bundesliga. Donc, on va parler de ça. Allez, à tout de suite. On envoie le générique. On commence tout de suite avec la Ligue 1. La Ligue 1 avec l'OM qui concède le nul, un partout au Vélodrome face à Metz, bon 16e à 10 contre 11. Gigot qui prend un carton rouge et enchaîne un cinquième match consécutif sans victoire. On sent quand même une petite période un peu creuse. Surprend les mots de Gattuso. On a été mal chanceux en conférence de presse. L'OM 8e, bien loin de ses objectifs européens du début de saison. Et je pense que Gattuso aussi, un peu loin des objectifs qui s'étaient fixés en arrivant. Ils sont en train de passer un petit peu à côté de leur saison et on voit pas de bonne dynamique aujourd'hui pour espérer mieux d'ici la fin. À qui la faute, on va dire, chez l'OM, parce que ça peut être Longoria, qui a été un peu pointé du doigt aussi cet hiver pendant le mercato, Gattuso, les joueurs, un mix de tout. T'en penses quoi, Pierre? Moi, clairement, la première faute pour moi, elle est à- incombée, je sais plus le mot, bref, à Pablo Longoria et son recrutement raté, tout simplement, hein. Donc, c'est tant dans le staff que chez les joueurs. Il a fait partir des joueurs qui collaient tellement, tellement à l'image de l'OM, des mecs qui ont la grinta, qui ont la niaque, qui se donnent pour un maillot vraiment. Donc là, je parle évidemment d'Alexis Sanchez Ouais. et de Matteo Guendouzi qui s'éclatait à l'OM, qui adorait ce club. On sentait, c'est le genre de mecs qui sont aimés à Marseille, qui sont aimés par les supporters. Et donc en les virant, en essayant de pas les prolonger absolument, bah, tu te mets déjà une belle épine dans le pied, quoi. Parce que ça veut dire qu'il faut que tu repartes avec des mecs qui peuvent au moins te donner la même satisfaction Mmh. et que c'est pas des joueurs faciles à trouver, quoi. Et puis après, il y a des erreurs de casting, hein. Aubameyang qui définitivement ne répond pas aux attentes. L'échec Vitinha qui est l'un des plus gros échecs, je pense, de l'histoire du club Ouais. en termes de recrutement. Et un mec comme Geoffrey Kondogbia où on peut se dire bon bah ça peut être une bonne recrue dans l'idée, c'est quelque chose qui peut apporter à l'OM. C'est un joueur d'expérience qui a eu un certain niveau à une époque. Voilà, moi, quand ils ont signé Kondogbia, je me disais, ah, ça peut coller. Mais sauf qu'il a pas du tout le caractère d'un Guendouzi. Non. Devant c'est le vide abyssal. Et donc, voilà, ça fait beaucoup de choses qui, en plus du recrutement de Marcelino, qui, lui, ne collait pas du tout à la culture de l'OM,
Voilà, ça fait quand même beaucoup d'erreurs pour Pablo Longoria. Donc pour moi, et pas à 100%, hein, je pense qu'il y a d'autres personnes dans le club qui doivent être mises face à leurs responsabilités. La première faute est pour Pablo Longoria sans hésitation. Ouais, le fait d'avoir un peu plus de turnover, que ce soit chez les entraîneurs ou chez les joueurs, avec en plus de ça du mauvais turnover, parce qu'ils auraient pu en garder quelques-uns et en virer d'autres qui sont restés trop longtemps, c'est le manque un peu de stabilité peut-être du club à tous les niveaux. C'est compliqué de se projeter, d'avoir un projet cohérent quand on a autant de mouvements. Mm. En tout cas, je trouve qu'il y a un petit peu trop de mouvements quand on voit les objectifs de l'OM. Ouais, C'est clairement. Et c'est quelque chose qui, encore une fois, a été beaucoup reproché à Longoria, où l'accuse un peu de faire plus du training que de vrais recrutements sportifs. Donc voilà, c'est cette instabilité chronique qui est un peu depuis des nombreuses années maintenant à l'OM, comme tu l'as dit, avec les entraîneurs qui changent chaque année, des gros cadres du groupe qui ont fait les bonheurs du club la saison passée qui s'en vont. Donc voilà, ça fait beaucoup, mais pour le coup, j'ai aussi quelques mots à dire sur Gattuso, ouais. qui est pour moi une sortie complètement lunaire. Alors je sais pas si la phrase est un peu sortie de son contexte, etc. Mais quand tu dis que tu as été malchanceux parce que Gigot prend un carton rouge, ah non, là, Gigot, les derniers défenseurs, il fait un plaquage sur l'attaquant. Bah, le Mmh. carton rouge, il est mérité. C'est pas une question de chance ou de malchance, c'est que tu défends mal et tu es obligé de faire faute pour prendre un carton, enfin de prendre un carton rouge pour éviter le but. C'est vrai que c'est pas la meilleure analyse Mm. et ça montre un petit peu ils sont clairement à côté de la plaque et que, pour, faire ce genre d'intervention d'après-match, c'est pas non plus très rassurant sur, la la manière dont ils ont Mm. de se remettre en question aussi, hein. Ça commence à être un petit peu, on se met la balle, on se renvoie la balle, de tous les côtés. Gattuso, bon, il peut prendre la responsabilité, mais et dire ce genre de choses ou non, mais ça fait pas avancer le club finalement et ça fera Non. pas avancer les joueurs et ça fait pas avancer, Puis je bah, pense pas l'OM. que ça soit très bien accepté aussi de se cacher un peu derrière la malchance entre guillemets. Ouais. Voilà, c'est alors il a peut-être pas eu l'équipe qu'il voulait, l'effectif qu'il voulait, etc. Mais bon, maintenant ça fait quoi? Ça doit faire 5 mois qu'il est là. Mmh. Tu as quand même le temps de mettre les choses en place et on voit que c'est même plutôt sur la phase descendante parce que l'OM, je crois que n'a pas gagné un match encore en 2024 en Ligue 1 en tout cas. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup pour Gattuso. Je pense que c'est compliqué de encore changer d'entraîneur ou même, enfin, ça va être encore illustré cette instabilité. Mmh. Quid de la saison prochaine? Est-ce qu'on continue avec Gattuso s'il n'y a pas un redressement? Voilà, ça va être encore beaucoup d'interrogations pour Pablo Longoria, qui en plus de ça, je ne gère pas très bien les joueurs présents sur le côté en dehors du terrain, avec la polémique Jonathan Klaus, qui est peut-être le meilleur joueur de l'OM depuis 2 ans et qui est le premier à se prendre un coup de pression comme ça. Je trouve ça un peu maladroit, quoi. Donc voilà, beaucoup de choses. Pour moi, la première faute vient à Longoria, mais certains autres acteurs doivent aussi se regarder en face et se mettre face à leurs responsabilités. Ouais, c'est clair. Ça marque, la fin du sujet l'OM. En tout cas, voilà, match nul. Metz, du coup, reste 16e, je crois. On passe tout de suite au PSG qui a joué face à Lille, juste avant la réception, de la Real Sociedad ce mercredi. PSG qui s'impose 3-1 au Parc, après avoir concédé l'ouverture du score en début de match. Sans un Mbappé qui était préservé, largement remanié l'équipe, hein, on va dire, le PSG quand même pu se reposer sur Dembélé, des Kolo Muani et Ramos qui sont buteurs. Et puis un Barcola encore une fois très intéressant, hein. Moi j'ai plutôt bien aimé son match et son apport. Euh, Surtout en entrée de jeu avec 30 minutes, c'est plutôt rassurant et Mm. il y a quelques petites choses qui peuvent être intéressantes pour le match de mercredi. Donc voilà, PSG qui gagne, s'évite des blessures avant la Ligue des Champions, ce qui est intéressant et ce qui est important parce que ces dernières années, encore voilà, un petit peu plus avant à l'ancienne, on avait du mal à arriver avec une équipe au complet. Je pense que là, c'est important d'arriver avec tout le monde un peu d'opérationnel. Donc voilà, c'est tout bénef. Mais est-ce que pour mercredi, ils sont prêts? C'est un peu la question qu'on se demande, qu'on se pose quand on voit les derniers matchs ces dernières semaines, c'était pas non plus très Mm. convaincant. Bon là, ok, bon match, mais est-ce Ouais. qu'ils sont prêts pour la Ligue Euh, des pour moi, alors, pour mercredi, là, et c'est évidemment le match dont tout le monde parle, oui, ils seront prêts pour la Real Sociedad parce que je pense que la Real Sociedad reste
en dessous du PSG. Mais par contre, c'est impossible de juger le PSG après ce match-là, en fait. Ouais. Moi, c'est pas ce match-là. Alors, c'est un match très abouti. Je pense que c'est peut-être un des meilleurs matchs du PSG depuis le début de la saison, pour différentes raisons. Mais c'est impossible de dire après ce match si le PSG est prêt pour la Ligue des Champions. Parce que tout simplement, on n'a pas vu l'équipe du PSG que Luis Enrique souhaite mettre en place. Mmh. Tu as en défense Nordi Mukiele qui a été très bon sur son côté droit pour suppléer Achraf Hakimi. Très très bon, mais qui sera sûrement pas là en mercredi. Parce qu'il est un peu en froid avec Enrique, ou Enrique ne l'apprécie pas spécialement. Marquinhos était pas là et il n'a pas été rassurant du tout sur ses dernières sorties. Donc, quel Marquinhos on va avoir en Ligue des Champions? Danilo, toujours fragile, même si je préfère à Skriniar. De toute façon, je pense que je préférerais un Plot à Skriniar. Là, aujourd'hui, au milieu, on a joué sans Zaïre Emery et Vitinha. Donc, comment est-ce qu'il réintègre ce milieu à 3? Ugarte a été exceptionnel sur le match. On a retrouvé le Ugarte du début de saison qui récupérait beaucoup de ballons, etc. Mais est-ce qu'il va lui faire confiance, Luis Enrique, mercredi? On sait qu'il l'a tenu un peu. On a l'impression qu'il l'a un peu tenu responsable du naufrage à Newcastle, et que depuis, il est moins dans les petits papiers de Luis Enrique. Et en attaque, on a bien joué, mais on sait très bien qu'Mbappé sera titulaire, sûrement dans l'axe, alors que Mmh. moi j'ai trouvé Gonzalo Ramos très bon. Peut-être pas, voilà, il n'a pas mis un but de ouf, mais il a marqué. Il était là, il était à chaque fois sur les centres. Il y avait quelqu'un dans la surface en son nom. Donc sur les débordements de Dembélé, etc. Il était là, même s'il n'a pas été à la réception d'un centre. Je pense que c'est un peu des automatismes au niveau des appels. Donc voilà. Pour moi, ce match-là, en fait, il n'est pas du tout révélateur. Alors oui, c'est vrai, c'est bien, on s'évite les blessures, on repose nos cadres, etc. avant une grosse échéance. Mais on ne peut pas juger le PSG. Et je finis mon propos là-dessus. Mmh. C'est qu'à la fin, on a été très très bon en attaque rapide, en transition, quand Lille poussait un peu plus pour égaliser. Et c'est là, en fait, que je ne comprends pas Luis Enrique, et que je ne comprendrai jamais. C'est que les forces de ce PSG-là, elles sont évidentes. C'est des ballons un peu longs, une touche de balle en remise, et derrière, il y a une flèche qui part avec Dembélé, Mbappé, Kolo Muani, etc. Mais c'est pas comme ça qu'il veut jouer. Donc, mercredi, on va sûrement retrouver un jeu de possession stérile, comme il aimait bien faire avec l'Espagne, comme il aimait bien faire avec le Barça. Sauf qu'avec le Barça, il avait Xavi, Iniesta, Messi devant, etc. Donc, il y avait peut-être la meilleure équipe du monde pour jouer dans ce système-là. Mais le PSG aujourd'hui n'est pas fait pour jouer comme ça. Et malheureusement, vu euh, j'ai le mot en anglais, j'ai pas le mot en français qui me vient. Le, le- le fait que Luis Enrique soit têtu à ce point-là, et veuille rester dans son système et dans son idée du football, et c'est très préjudiciable pour le PSG. Alors après, on a, tu viens de le dire, pour toutes ces raisons-là, on a le droit d'avoir un doute, mais il faut pas oublier que derrière aussi la Sociedad, dans le même temps, est un peu en train de passer, Ah, mais c'est une pour ça que j'ai dit au période. début que c'est pas la Real Sociedad qui m'inquiète. Ouais, c'est plus, ouais. Parce que là, je crois que la Real Sociedad a pas marqué depuis 4 ou 5 matchs, il Mm. me semble, hein, 4 matchs. Ils sont sur 3 matchs nuls de suite, 0-0, et ensuite ils avaient fait Ah, je crois qu'ils ont une perdu contre Osasuna même ce week-end. Donc, ou une défaite. Non, ouais, c'est ça. ouais. Ils avaient 3 matchs d'affilée, et ensuite là ils ont perdu contre Osasuna, ouais. Et Mm. ils ont pas marqué depuis 5 matchs. Donc ils sont pas sur une bonne lancée. Ils ont perdu leur cadre il y a une semaine, qui sera pas là pour le match. Oyarzabal, je crois. Oyarzabal, ouais. Ouais, c'est ça. Qui rejoint l'infirmerie, et du coup, ils sont 6, 4 starting, je crois, et 6 au total, assez importants, qui sont à Ouais. l'infirmerie. Donc, on a une équipe qui va être réduite aussi. Bon, ça devrait pas trop enfin, en tout cas, ça devrait pas aller Attention, hein. On contre sait le jamais sens avec le PSG. de Paris. Mais, mais ouais, je rejoins un peu ce que tu disais, et puis on en parle depuis le début de la saison. Enrique qui disait qu'on allait être prêt à la fin du match de Dortmund, quand on se qualifie, enfin quand Paris se Ouais. qualifie à l'arrache. Il disait on sera prêt en février. Bon, on l'a vu sur ces dernières semaines, il n'y a pas une vraie courbe Non. Non, et puis, de dynamique positive. Enfin, il y a pas de, je les sens pas plus prêts qu'il y a 2 semaines ou qu'il y a une semaine, Et quoi. puis au final, c'est impossible de prédire. Enfin, Luis Enrique change en permanence d'homme,
de système, etc. C'est très très compliqué de lire un peu ce que va faire Luis Enrique et il n'y a pas cette continuité un peu dans les performances du PSG. Donc voilà, pour moi, il manque. Après, honnêtement, on est supérieur à cette équipe de la Real Ouais. Sociedad, je pense. Donc pour mercredi et pour la qualif en quart de finale, je me fais pas trop de soucis, même s'il faut jamais dire jamais avec le PSG. Ils sont toujours capables de nous surprendre dans le mauvais sens, on va dire. Ouais. Mais voilà, c'est comme tu l'as dit, hein, la Real Sociedad ne marche pas sur l'eau en ce moment. Ils sont un peu en dedans alors qu'ils avaient fait un très bon début de saison et qui c'était très impressionnant en Ligue des Champions. Mais voilà, une fois qu'on aura passé la Real Sociedad, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va se refaire humilier par un gros d'Europe? C'est le risque en ayant aussi peu de certitude avec ce PSG-là et en écoutant le savant fou Luis Enrique qui nous fait ses expérimentations chaque semaine en Ligue 1. Quoi. Bon, d'après, on n'est pas à l'abri non plus que certains joueurs décident de se blesser au dernier moment pour aller à l'anniversaire de la sœur de Neymar. Hein, Ah non, ça va, on a fini. Il est plus là. Normalement, on a fini avec toutes ces histoires-là. Normalement, mais bon, on sait jamais. Hein, tu sais, Ouais. c'est un peu le fil conducteur tous les ans de la Saint-Valentin. Ouais. On quitte le Paris Saint-Germain qu'on retrouvera de toute manière la semaine prochaine pour débriefer de la Ligue des Champions. Les autres matchs de ce week-end, on a eu Montpellier-Lyon, avec Lyon qui donne vraiment l'air de... Enfin, en tout cas, qui fait du bien à voir. Gros match. Ce week-end, ils ont fait une super presta. 8e victoire en 10 matchs hein, depuis l'arrivée de Pierre Sage. Il y a une vraie dynamique avec son adjoint Lacazette qui a fait du grand Mendes. Le général. Le général Lacazette. est regradé. Qui a marqué ce week-end avec Cacré hein, en fin de match. Alors que Lyon a été mené jusqu'à la 75e, dominé une grande partie du match. Ce que j'aime bien, c'est la faculté qu'ils ont eu à pas s'emballer. Alors, enfin, bon, de toute manière, 75 minutes, ils se sont clairement pas emballés, mais tu vois ce que je veux dire, ils ont tellement pris des volets cette année que les voir perdre comme ça la majorité du match et d'avoir cette Force de réaction. réaction, exactement. Exactement, ouais, une sorte de sérénité dans le fait qu'ils auront les occasions et que ça va tomber. Ça fait plaisir à voir, c'est bien, on retrouve une équipe un peu plus en confiance, un peu plus sûre de ses valeurs, je pense. Un peu moins dans le doute, quoi. Hein. On perd, on va encore le perdre celui-là. Non, non, au contraire, je les ai sentis en capacité de revenir à tout moment. Et c'est ça qui fait du bien à voir, je pense. Ouais, je suis d'accord. Comme tu disais, hein, la force de réaction qu'on n'avait pas forcément au début de la saison avec l'OL, qui est abandonné un peu vite. Et là, je trouve vraiment que l'avenir s'éclaircit un peu pour l'OL. Ils ont fait un bon recrutement au mercato d'hiver avec des mecs comme Matic qui vont beaucoup apporter. Lacazette qui revient en forme, qui marque. Bon, il est bien aidé par le compte, hein, parce que tu disais qu'ils avaient fait une belle prestation. Je trouve qu'ils s'en sortent quand même pas mal sur ce match, parce qu'ils sont bien dominés. Ils reviennent grâce à une erreur de Lecomte. Et c'est vrai qu'après cette erreur, Montpellier a vraiment baissé. Ouais. Et c'est ce qui a permis à Cacré de mettre le deuxième. Mais ouais, pendant une grande partie du match, ils sont quand même bien dominés. Mais même à côté de ça, comme tu l'as dit, ouais, c'est cette force de réaction. Ou alors, en début de saison, un match comme ça, ils auraient sombré. Quoi. Donc ouais, très, très belle réaction de Lyon. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit Lacazette aussi. Parce que là, maintenant, je crois qu'ils sont 13e. Donc, ils se donnent un vrai bol d'air. Ouais. Et il dit à la fin du match, on n'oublie pas d'où on vient. Parce qu'on vient du plus bas. Quoi. Donc, on reste concentré. On n'a pas envie de revivre ça. Et on veut vivre une fin de saison sereine. Donc, j'ai bien aimé ce message-là aussi de la part de Lacazette. Et ils ont que 2 victoires d'avance sur le dernier. Donc, il y a 6 points, tu vois, avec Clermont. 6 points au-dessus. On est à la 10e place. Donc, ça reste très serré. Ils sont très regroupés quand même sur la partie basse du tableau. Ouais. Faut oublier qu'il n'y a que 8 points maintenant avec Marseille aussi. C'est pas beaucoup. Hein, ils reprennent toutes les. Voilà, c'est en train de remonter progressivement et on a un milieu de tableau qui se resserre et qui va être assez intéressant à suivre d'ici la fin de saison. 12e égalité avec Nantes pour l'information avec 22 points. Donc plutôt pas mal. On change avant de passer au foot international et on va aller voir du côté de Nice. Nice-Monaco. On a eu un super derby du Sud ce week-end. Le derby des riches.
Ouais. On va l'appeler comme ça désormais. Le derby des riches avec une victoire 3-2 de Monaco grâce à Golovin en fin de match. L'ASM qui revient à 1 point justement de Nice, hein. 38 points contre 39 pour les Niçois, et qui sont maintenant à 11 points de Paris Saint-Germain. Ouais, ouais, bah, une victoire importante pour Monaco, hein, alors très intermittent, un peu sur courant alternatif, qui, quand ils ont envie de jouer, quand ils sont vraiment sérieux, etc., montrent qu'ils, pour moi, sont la deuxième meilleure équipe du championnat, Ouais. si bien en termes d'effectifs que de jeu. Voilà, après 10, hein, et ça leur permet de passer devant Brest et une autre équipe, je sais plus, Et pour atteindre Lille. le podium, et Lille, Ouais. voilà, pour atteindre le podium. Ils reviennent à 1 point de la deuxième place. Donc voilà, ils sont dans leurs objectifs au final, même s'ils sont loin de concurrencer le PSG, à 12 points du leader, Mmh. et Nice qui se retrouve maintenant à 11 points, quoi. Ouais, avec un calendrier par contre pour Monaco qui va se Qui charger. Alors, durcir, ouais. en dehors de Toulouse, ce dimanche qui sera un match a priori à la portée du club de Monaco, Lens la semaine qui suit, Paris la semaine d'après. Donc des gros matchs à venir Mm. avec ensuite Rennes, Lille, Brest courant avril. Donc ils ont Lyon ensuite. Enfin bref, ils vont avoir une petite fin de saison chargée. Donc ça, c'est des bons points à prendre, on Mm. va dire. Mais en effet, ouais, ça se resserre sur le dessus du tableau. Faut oublier que Monaco a presque marqué le double de points, le double de buts de Nice. Ouais. Mais derrière au classement, c'est des stats assez intéressantes. Ouais. Tu l'as dit, ça reste, je pense, à mon avis aussi la deuxième force du tableau. Ils ont été très inconstants, mais s'ils continuent sur cette lancée d'ici la fin de saison, ça m'étonnerait pas de les voir terminer eh bien, juste derrière le PSG. Ouais. Et juste avant de passer à la CAN, je pense qu'on a fini sur Nice-Monaco. Ouais. Je voulais juste aussi remarquer les bonnes séries qui continuent pour Lens et Rennes, Ouais. donc qui remontent quand même sérieusement vers les places européennes maintenant. Voilà, je trouve que ça fait du bien avant les petites échéances européennes qui les attendent, avec Rennes pour Milan, Milan pour Rennes plutôt, Mm. et Fribourg pour le Racing Club de Lens. Donc on espère qu'ils vont continuer à nous faire rêver en Europe. Et voilà, donc bonne dynamique pour ces deux équipes-là. Très bonne dynamique et pour conclure, un petit rappel des stats. On a, au classement des buteurs, Mbappé avec 20 buts, Lacazette, Ben Yedder avec 11 buts et Jonathan David, le Lillois avec 8 buts. Puis en passe décisive, on a toujours Dembélé avec Aubameyang avec 7 passes décisives qui sont en tête, suivi par une petite ribambelle de Très bon joueurs. match de Dembélé d'ailleurs, on n'en a pas trop parlé, parce qu'on a Ouais, beaucoup parlé de Luis Enrique et du match pour la Champions League, mais très bon Dembélé, je l'ai beaucoup aimé. Alors pareil, pas beaucoup de stats, mais il est en train de déséquilibrer en permanence les défenses. Il a fait beaucoup de mal aux latéraux adverses, donc voilà. Moi, Dembélé, ça me dérange pas plus que ça qu'il fasse pas des stats énormes, mais tant qu'il est autant un point de déséquilibre pour l'adversaire, ça me va. ouais. Allez, on termine la Ligue 1. On passe tout de suite au foot international et on commencera par la CAN. Le foot international et on va pas très très loin, on va juste traverser la Méditerranée et on va parler de la CAN avec la Côte d'Ivoire qui remporte. C'est la 3e CAN, la dernière en date, c'était en 2015, et avec un scénario, on va dire assez incroyable. C'était, une finale, on va dire digne de ce nom, c'est le qualifié dernier meilleur, 3e de poule, donc sur un miracle, après vraiment une phase de poule pas top, hein, très Ah non. laborieuse, on va dire. Donc clairement sur le papier au début de la compétition, pas du tout en tête des pronostics, on va dire, et puis bah, pas une équipe très intéressante à regarder jouer. Ils sont montés en force, on va dire, hein, depuis ce scénario du premier tour. Jean-Louis Gasset démissionne après les poules. Sébastien Haller qui donne la victoire en fin de match alors qu'il se battait contre un cancer il y a 1 an à peine. Enfin voilà, on a des beaux retournements de situation, on a des belles histoires aussi. Et puis on a une CAN qui est réussie, je pense, dans la globalité. Quand on regarde cette CAN, il y a eu des très beaux matchs, on a eu des retournements de situation. Ça a été assez plaisant. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je t'avoue que j'étais pas très emballé par cette CAN au début de la compétition. Euh,
j'ai du mal en fait à être à fond quand il y a pas une équipe que je supporte vraiment dans une compétition. Donc voilà, je le suivais un peu de loin. Et puis il y a eu toute cette histoire, enfin digne d'un scénario hollywoodien autour de la Côte d'Ivoire. Donc comme tu l'as dit, il se termine dernier, meilleur troisième des phases de poule. Donc vraiment à un rien de se faire éliminer. Il a fallu, je crois, un match complètement fou de l'autre côté pour qu'il se qualifie. Donc là, c'était un miracle. Ensuite, on a Jean-Louis Gasset, le sélectionneur, qui démissionne après la défaite 4-0 contre la Guinée, il me semble. Ouais, avant même Euh, qu'il soit officiellement Éliminé, ouais. repêché, Ouais. il savait pas et donc il avait déjà Mm. pris part de sa démission. Enfin, c'est vrai que c'est assez, Ouais. Du c'est coup, jamais vu. Emers Faye, son adjoint qui le remplace, qui a jamais été sélectionneur, qui voilà, et qui 3 semaines plus tard se retrouve champion d'Afrique avec la CAN. Donc ouais, moi j'étais un peu, je trouve que ça a redonné un peu de la vie à cette compétition, compétition qui est certes un peu loin de nous, mais qui génère quand même énormément de ferveur. Et enfin voilà, tu revois le stade, l'ambiance qu'il y avait dans le stade d'Abidjan hier. Voilà, donc les Africains sont un peuple de passionnés de football et ils l'ont encore montré. Des superbes retournements de situation, des matchs, des résultats improbables. Un beau parcours de l'équipe du Nigeria menée par Victor Osimhen. Et puis voilà, ouais, comme tu l'as dit, la finale qui se termine sur un. Enfin, c'était écrit en fait, quoi, que ce soit Sébastien Haller qui donne la victoire aux éléphants de Côte d'Ivoire en toute fin de match avec un Didier Drogba intenable dans la tribune présidentielle. Ouais, Enfin voilà, du coup, ça m'a un peu réconcilié avec la CAN, j'ai envie de te dire, de voir ça. Et ouais, la belle histoire pour cette équipe de Côte d'Ivoire qui va. Ouais, on va voir quelle va être la suite. Si Emers Faye reste, mais là, je pense qu'ils vont d'abord célébrer cette victoire et puis on verra ça après. exactement. Alors, Côte d'Ivoire qui succède au Sénégal. On se rappelle, il y a 2 ans de la victoire au penalty contre l'Égypte des Sénégalais. Voilà, hein, qui a fait un parcours très atypique. On s'en souviendra en tout cas de celle-ci, Ça fait un peu clairement. penser au Portugal de 2016 qui finit aussi, qui qualifie meilleur troisième, je crois, en faisant 3 matchs nuls en Et qui poule. gagne pas un match, je Et qui fait crois. que des matchs en prolongation ou au tir au but, Ouais. donc sans gagner un match dans les 90 minutes, Mm. qui arrive en finale. Et puis voilà, le dénouement dont on se souvient tous. Allez, passons à la suite. Petite page assez courte sur la CAN, mais voilà, on voulait quand même débriefer sur la finale. On passe maintenant à la Liga. La Liga qui a eu ouais, on a eu un match nul du Barça ce week-end. On a eu quelques petits matchs, mais on a surtout eu le Real Madrid qui a explosé, Gérone, on va dire, On peut le dire. ouais, qui a écrasé son dauphin 4-0 et qui prend une sérieuse option, je pense, pour la Liga et qui s'envole au classement. Ouais, ouais, clairement là, le Real s'envole. Euh, Je suis un peu déçu de ce résultat-là. J'avoue que j'avais envie de voir Gérone un peu aller les titiller jusqu'au bout. Ouais, Mais bon, là, on a clairement vu que le Real était un cran au-dessus de cette équipe de Gérone. Ils ont mis une pression dès le début avec l'ouverture du score magnifique de Vinicius. ouais, Voilà, j'ai pas regardé tout le match. Une fois que c'était un peu plié, je me suis penché sur autre chose. Mais voilà, ouais, le Real qui, comme tu l'as dit, s'envole un peu vers le titre en Liga et va pouvoir un peu se concentrer du coup sur la Ligue des Champions. Et c'est jamais très bon signe ça quand le Real peut se concentrer sur la Ligue des Champions, soit parce que le titre est déjà perdu, soit parce qu'il est déjà quasiment acquis. ouais, En général, ils sont assez cliniques après ça. ouais. Et doublé de Bellingham qui revient bien. Enfin, c'est une équipe qui fait peur en fait. Plus la saison avance, plus tu te dis que t'as pas Mm. du tout envie de les jouer On dans avait un éventuel quart de finale en Ligue des Champions ou quoi que ce soit. Et il laisse très peu de choses de côté quand même Mm. depuis le début. Et on Enfin, pouvait, on pouvait avoir des petits doutes sur leur manque de pur avant-centre. Mais bon, au final, on voit que ça marche hein, avec Vinicius qui marque beaucoup, Bellingham aussi. Mm. Voilà, ils ont Brahim Diaz qui fait le taf à peu près pour colmater les brèches devant. Et puis voilà, hein, ça marche. C'est le Real. De toute façon, c'est la culture de la gagne, on sait. Hein, donc ils se battront avec ce qu'ils ont. Et ce qu'ils ont, c'est très très solide. Là. Ouais, franchement, ça devient solide. Ils sont 4 victoires sur les 5 derniers matchs, 5 points d'avance maintenant sur Gérone.
Ils ont qu'une défaite au compteur, hein, avec 4 nuls et le reste, ça déroule. La meilleure défense de très, très loin de la Liga, hein. Pourtant d'habitude on est habitué avec, un Atlético, toujours un peu avec une très bonne défense. Bah là, le Real, ils sont, au top, partout. Ils sont vraiment solides. Donc voilà, Barcelone qui est un petit peu lâché aussi par Girone, hein, qui a 10 points de retard sur le Real, donc 5 points sur le Girone et qui a 3 points à peine sur l'Atlético. Donc entre la deuxième et la quatrième place, on aura une fin de saison assez haletante, on va dire, Ouais. pour les places qualificatives directes. On part tout de suite à la Sociedad qui s'incline face à Osasuna, on l'a dit pour le match de préparation avant le 8e mercredi face à Paris. Bah c'est top, hein, on l'a déjà dit, c'est une très bonne nouvelle. Oui, après, je sais pas si j'appellerais ça une très bonne nouvelle, parce que j'ai pas non plus envie qu'on se repose sur le fait que la Real Sociedad ne soit pas en bonne forme. Je pense que c'est une équipe qu'on doit battre quoi qu'il arrive. Hmm. Mais bon, c'est vrai que pour le PSG, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, rien de spécial à dire par rapport au match. Je voulais juste faire remarquer que le prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions était en effet un peu dans le dur. Ouais. Almeria, toujours bon dernier, hein, de Liga avec 6 points en Ouais, 23 journées, 6 c'est beau. matchs nuls. On part un petit peu plus au nord, on va voir la Première Ligue avec de très beaux matchs ce week-end, notamment Arsenal qui a éclaté son voisin West Ham, enfin pas son voisin, mais dans un derby londonien. Mm. Et puis Manchester City qui s'impose grâce à Haaland, hein, qui remarque un doublé après son dernier match assez timide en retour de blessure. Ouais. Une Première Ligue qui nous a régalé ce week-end. Ouais, bah, pour commencer avec la démonstration d'Arsenal, je sais même pas comment appeler ça, mais ouais, c'est d'où un but de Saliba. Mm, Et puis, je sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment, enfin, j'ai pas vu le match, mais entre la 40, je crois que c'est entre la 39e et la mi-temps, mm. il y a 4 buts ou Ouais. 3 buts. Et là, ça s'écroule, enfin, vraiment, ça s'abat sur Alphonse Areola, hein, qui, voilà. Bien content qu'il soit plus au PSG celui-ci, mais bon. Voilà, qui en prend 6. Bon, après, qu'est-ce que tu veux faire, hein, c'est une équipe qui est largement au-dessus, je pense. Arsenal qui revient bien et qui se redonne de la confiance et avant son huitième de finale face à Porto, qui revient dans la course au titre, même si Liverpool et City ont quelques longueurs d'avance. Voilà, un super résultat pour eux. Comme tu l'as dit, Haaland aussi qui revient très très fort avec un doublé. City qui est pas eu un match facile face à Everton. Il y avait 0-0 jusqu'à la 70e à peu près, avant que Haaland envoie une frappe supersonique dans les buts d'Everton. Et voilà, et puis Liverpool qui gagne aussi assez logiquement, et donc le statu quo en tête du classement de Première Ligue. Mm. Avec, pour revenir à ce match d'Arsenal assez incroyable avec des milliers de supporters Hammers qui ont quitté le stade à la mi-temps pour vous dire la tournure du match. C'était de la bouillie à la mi-temps, Ouais. avec des olés dans tous les sens. Enfin voilà, ça a été une démonstration. Ça faisait longtemps que j'avais pas Puis vu ça. dans un derby comme ça, un rival historique, ça doit faire mal. Et ouais, comme tu dis, il y avait l'image d'un drone là, vu d'en haut, Mm. au-dessus du stade, et tu voyais une énorme file de supporters quitter le stade. Voilà, c'était Voilà, la petite image insolite du week-end, quoi. et puis avec Declan Rice qui met 2 passes décisives et un but à son ancienne équipe. Mm, Enfin bon, scénario cauchemardesque pour West Ham, très clairement. clairement. Ouais. Donc voilà. Dernier petit saut chez nos voisins allemands avant de passer au poteau d'or du foot. Avec une petite surprise quand même si dans les dynamiques, pas vraiment, mais le Bayern qui se fait écraser par Leverkusen, qui est d'ailleurs toujours invaincu cette saison, c'est quand même une super belle presta là. Ah ouais, clairement. Je t'avoue que je suis pas très familier avec cette équipe de Leverkusen. J'ai pas trop vu leur match cette année. Mais là, je trouvais ça vraiment sympa à faire remarquer. C'est pas tous les jours qu'on voit le Bayern autant en difficulté en Bundesliga, même s'ils ont arraché le titre à la dernière journée l'an dernier à Dortmund. C'est Dortmund qui s'est un peu écroulé aussi. Ouais. Mais voilà, donc là, ils sont vraiment en difficulté. S'ils veulent aller gagner le titre,
Va falloir vraiment s'accrocher et revenir sur cette équipe de Leverkusen qui est ultra solide. Et puis voilà, 3-0 surtout, quoi. C'est pas quelque chose dont on a l'habitude en Bundesliga de voir le Bayern autant dominer dans un match et même sur l'ensemble de la saison au final. Ouais. Ouais, ouais, là, après il reste que 5 points, hein, d'écart. C'est pas non plus énorme. Il Mm. suffit de 2 faux pas, et on connaît la capacité, du Bayern à Munich à pouvoir être un rouleau compresseur quand, quand il faut, hein. Mm. C'est pas fini pour autant, mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir le Bayer, Leverkusen, se «promener» entre guillemets avec le Bayern Munich. C'est vrai que c'est rare. Je me souviens Ouais. pas moi de même les grandes années de Dortmund, et ça restait serré. Enfin, on n'était pas dans de la démonstration comme là on a eu le droit ce week-end. Ouais. Donc, Et je voulais dire un dernier petit truc, mais qui vient de m'échapper apparemment. Donc tant pis. c'est quoi? C'est C'est bon. la sortie Ah de non, 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 de c'était Müller? juste non, 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 c'était juste une petite blague que j'ai vu passer sur Insta là, Ah! où en gros ça parlait de la malédiction d'Harry Kane et qui disait Ah oui, oui, oui. qui arrive au Bayern sans et c'est peut-être la première fois en 15 ans que le Bayern du coup ne va pas gagner le championnat. Ouais, ouais. Et ils avaient fait ça si Harry Kane avait signé au PSG. Et là, tu vois le palmarès de la Ligue 1. Tu sais que les seconds, en gros, que le PSG n'aurait jamais été champion. Voilà, c'était la petite blague Ouais, qui parce m'a que fait assez rire. ça fait quoi? 12 ans qu'ils ont pas perdu le Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. ouais, c'est assez indécent. Ouais. Ouais, Harry Kane, belle première saison. Ouais. Avec ça, on va clôturer la partie football. Je te laisse présenter d'ailleurs, Ouais. cette formule. Ouais, donc comme chaque semaine, on va élire un poteau d'or. Donc il y a le ballon d'or et puis juste en dessous, il y a les poteaux d'or. Donc voilà, on a 3 nominés pour cette semaine. On fera ça chaque semaine. Si on a assez de contenu, on verra comment. Voilà, on fait ça à notre sauce. On verra, on s'arrangera plus tard. Mais les premiers nominés pour cette semaine sont du coup Maxence Cacré qui donne la victoire à l'Olympique Lyonnais. C'est un but magnifique et qui donne de l'air aux Lyonnais face à Montpellier. Manuel Ugarte qui retrouve son niveau du début de saison Mmh. avec un super match et à la récupération au milieu face à Lille. Et enfin, Sébastien Haller qui avait déjà marqué en demi-finale de la CAN et qui là donne la victoire en fin de match aux éléphants de la Côte d'Ivoire face au Nigeria. Puis la belle histoire, hein, on a rappelé, mais lui qui se battait contre un cancer il y a un peu plus d'un an. Voilà, c'est magnifique pour le franco-ivoirien. Mmh mh. Alors Coco, dis-moi, qui est ton poteau d'or pour ce week-end? Alors, en étant Coco, dans toute sa splendeur, j'aurais dit Cacré parce que c'est un Lyonnais. Heu, mais si je dois vraiment être pragmatique, je vais dire Haller parce que déjà c'est la finale, et puis il faut pas oublier l'histoire, ce que tu disais il y a un an, il sortait du cancer. C'est des belles histoires et je pense qu'il faut les célébrer et il faut les mettre en avant parce que c'est pas anodin. À Cacré, j'espère qu'il va en refaire une la semaine prochaine et on pourra en reparler. On le mettra poteau d'or cette fois-ci, mais une préférence pour Haller voilà, pour l'histoire, ces 12 derniers mois, enfin ces 18 voire 24 derniers mois, et puis pour cette belle victoire inattendue de cette équipe de Côte d'Ivoire. Ouais, ouais, pareil, hein, j'avais un peu la même idée en tête que toi. Mmh. Magnifique histoire de Sébastien Haller et on est super content de le voir soulever cette canne avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et voilà, on va conclure là-dessus la partie foot du débrief. Ouais. Rendez-vous tout de suite pour une autre vidéo Omnisport très très vite. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et à mettre des commentaires aussi si vous avez des choses des commentaires sur la formule, sur comment on Des fait. retours. Si vous avez des retours, n'hésitez pas, c'est toujours bon à prendre, surtout dans les premiers épisodes. À tout de suite pour la seconde partie. Tout de suite. Ciao l'équipe.